Hier soir, nous avions démarré l'émission avec le chiffre de la croissance américaine pour le premier trimestre, 6,4%, ça c'est en annualisé. Ce soir, nous démarrons l'émission avec le chiffre français pour le même premier trimestre, le même produit intérieur brut. Le chiffre, alors attention, c'est pas comparable, c'est plus 0,4%, mais là pour le coup, c'est sur le trimestre, c'est pas annualisé, donc déjà il faudrait multiplier ce chiffre pour le comparer. Mais quand même, alors plus 0,4, c'est la question, elle est posée en bas de l'écran, là, on est bien pour l'interrogation. Alors, Denis Ferrand, avant même de vous passer la parole, je vous ai lu sur Twitter, petite progression, plus 0,4, ok, inférieur de 4,4% à son niveau pré-pandémie, acquis de croissance pour 2021 déjà à 4,1%. L'investissement est dynamique, le commerce extérieur pèse sur la croissance. Autre commentaire, avec un regard là, par rapport aux autres pays qui ont publié aussi aujourd'hui, Jean-François Robin, un autre habitué de ce plateau, bonne surprise avec le plus 0,4, ok, malgré le confinement. La France qui surperforme en Europe, nous rappelle-t-il, baisse du PIB allemand, espagnol, italien ou portugais. Avec les chiffres, vous les voyez, moins 1,7, moins 0,5, moins 0,4. Portugais, sévère rechute à moins 3,3. Regardez ce que ça donne en courbe. Là, c'est Bruno Fernandez qui nous a fait la courbe avec les 4 pays. Vous voyez les couleurs, etc. Donc là encore, lui, il s'étonne notamment de la différence avec l'Espagne, alors que les confinements et les restrictions étaient moins fortes en Espagne. Et puis, dernier commentaire, cette fois-ci celui du Financial Times, qui, à l'occasion de publication du PIB allemand et du PIB de l'eurozone, qui est en baisse de 0,6 aussi. Alors lui, il évoque l'eurozone qui fait face à double deep recession, c'est-à-dire le W, c'est-à-dire la rechute, précisément ce qu'on n'a pas eu aux États-Unis, en tout cas jusqu'ici, et ce qu'on semble ne pas avoir en France. Mathilde, votre commentaire. Alors, est-ce qu'il faut se désoler par rapport aux chiffres américains ou est-ce qu'il faut se réjouir par rapport aux chiffres des autres pays d'Europe quand on voit ce petit plus 0,4 français, selon vous? Alors, selon moi, à partir du moment où on parle de croissance, moi j'ai toujours envie de me réjouir parce que se réjouir pour la croissance, c'est donner de la confiance. Quand on regarde un petit peu les chiffres de l'INSEE, on voit que la confiance, en revanche, est restée relativement stable. Donc, on a besoin d'un retour de la confiance véritablement. Vous avez tweeté la confiance telle qu'elle est mesurée par l'INSEE, avec son indicateur statistique dans son enquête mensuelle. On en parlait il y a 2 jours, qui était stable, là aussi, sur le... Qui est assez stable. Donc, on a besoin, donc j'ai envie de dire, oui, on est bien, juste pour que la confiance revienne et que ça relance un peu la consommation. En matière d'économie, il faut toujours voir le verre à moitié plein. Moi, j'ai cette tendance-là, de dire qu'à un moment donné, il faut garder le moral et c'est ce qui va faire aussi que ça va pouvoir revenir. On a vu que les capacités de production s'accroissent. La consommation, par contre, elle reste assez faible, ce qui explique que le taux reste assez faible. Donc, on dit qu'on est bien juste pour pouvoir remonter tout ça. Et puis après, juste un petit point, quand même, on parle d'une période un peu particulière. Parler du PIB, parler de la croissance en se fiant au PIB, c'est pratique pour pouvoir comparer les pays. Mais aujourd'hui, c'est quand même compliqué, notamment avec tout ce qui est le développement du numérique. On a de plus en plus d'économistes qui remettent en question aussi cette mesure. Donc moi j'ai beaucoup de mal en fait à communiquer C'est comme le capitalisme, c'est pas génial, mais on n'a pas trouvé mieux, quoi. On n'a pas trouvé mieux, mais en même temps il y a de plus en plus d'économistes qui commencent à proposer des choses nouvelles, que ce soit en prenant plus en compte le numérique, en prenant plus en compte la valeur et l'apport des biens. Aujourd'hui, à partir du moment où je ne paye pas, où un bien est gratuit, il n'est pas pris en compte dans mon PIB. Et aujourd'hui, encore plus après 1 an de confinement et 1 an d'utilisation massive du numérique, comment est-ce qu'on peut encore mesurer l'économie avec le PIB ? On se posait la question pour l'Espagne, je vais être caricaturale au possible. Si on augmente la quantité de consommation d'alcool, on augmente le PIB. Est-ce qu'on doit s'en réjouir pour autant ? Je ne suis pas certaine. Donc, j'ai beaucoup de mal à commenter en fait les évolutions de la croissance, même si ça reste un outil assez... Je trouvais que c'est une réalité un petit peu biaisée, quoi. Un peu biaisée. En même temps, il faut bien un indicateur, il est quand même globalement cohérent d'un pays à l'autre. Mais de plus en plus, ça reste compliqué, notamment après cette année-là. Je pense que c'est le moment peut-être de s'interroger sur cette mesure-là quand même, parce que ne serait-ce que pour prendre en compte l'augmentation de la consommation dans les biens numériques. Pour moi, c'est quelque chose dont on reparlera aussi par la suite, mais ça sera beaucoup plus facile d'évoquer le PIB parce que même si ça reste un outil utile pour des comparaisons en fonction des pays, si c'est un outil qui nous guide en termes de politique économique ou en termes de décision entrepreneuriale, on risque d'arriver... c'est l'étape d'après. Si on les cite, si on les commande, c'est parce qu'effectivement, ce qu'on veut, c'est qu'ils réaugmentent. Et si on le fait réaugmenter, à nouveau, je suis dans la caricature, en augmentant la consommation d'alcool, c'est dommage. Donc voilà, c'est peut-être le moment aujourd'hui de s'interroger sur l'utilisation du PIB. Quand j'étais étudiant,
Sciences Po, je ne devrais pas le dire, mais Jean-Claude Casanova, à l'époque, effectivement, qui était le prof d'éco, expliquait que quand l'économiste épouse sa femme de ménage, il fait baisser le PIB. Oui, c'est ça. Alors c'était très phallocrate, hein, évidemment. Mais c'était l'exemple inverse de un autre type d'exemple de l'absurdité éventuelle de la mesure économique. Mais bon, il faut bien une mesure dans le PIB. Il y a l'investissement, il y a la consommation, il y a le commerce extérieur. Quand on creuse, l'investissement plutôt très bien, la consommation, Mathilde le disait, plutôt flat, mais bon, on peut comprendre, puisqu'on est censé rester chez soi. Le commerce extérieur, pas génial. Comment il faut, voilà. C'est effectivement, vous avez moitié plein, moitié plein, moitié vide. Est-ce qu'on est bien? Point d'interrogation. Effectivement, tout dépend de ce que l'on regarde. Parce que on peut aller du rose au noir, avec le rose, c'est ce qui se passe quand même sur l'investissement, et ça, c'est un phénomène qui est vraiment tout à fait remarquable. C'est habituellement, dans les récessions, l'investissement recule plus que ne le fait le PIB. Or, le PIB, il est 4,4% de son niveau de pandémie, mais l'investissement, il n'est que 2,4% pré-pandémie, pardon, il n'est que 2,4% en dessous. Et donc, l'investissement a moins réagi que ne l'a fait le PIB. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait exceptionnel. Autre élément exceptionnel, mais qui cette fois va à l'inverse. Exceptionnel par rapport à une crise habituelle, entre guillemets. En général, pendant les crises, on améliore notre solde extérieur. Et bien cette fois-ci, on l'a dégradé pendant la récession. Alors bien sûr, il y a le fait que cette récession, elle porte sur des éléments qui sont des points forts habituels de notre commerce extérieur, évidemment le tourisme et l'aéronautique. Mais on se rend compte aussi qu'on a perdu, notamment dans notre capacité à exporter, par exemple, des véhicules automobiles, parce qu'on a peut-être aussi été plus sujet aux restrictions de production qui se sont passées avec, on connaît tous les problèmes d'approvisionnement, vous en avez déjà parlé abondamment. Ces problèmes d'approvisionnement commencent aussi à peser sur les exportations. Et ça, je pense que c'est un élément que l'on n'intègre pas assez dans les prévisions. C'est-à-dire qu'on voit bien dans les enquêtes qu'il y a désormais plus de chefs d'entreprise qui se déclarent confrontés à des difficultés dans leur capacité à délivrer, à produire. Ils ont plus de difficultés d'offres qu'il n'y a de chefs d'entreprise qui se déclarent contraints dans leur activité par le niveau de la demande. Et ça, c'est un basculement qui est tout à fait nouveau et que je ne suis pas certain qu'on l'ait d'ores et déjà bien intégré dans les prévisions. Est-ce qu'on sait pourquoi on va un petit peu moins mal que les autres grands pays de la zone euro? Alors, ce n'était pas le cas vis-à-vis de l'Allemagne jusqu'à présent, ça allait le cas cette fois-ci. Est-ce que c'est l'épaisseur du trait? Est-ce que c'est significatif? On est un petit peu quand même plus près du niveau pré-pandémie quand on regarde que l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, pardon, pas la Grande-Bretagne, pas la zone euro. C'est significatif, ça veut dire quelque chose où là on est vraiment dans le micro-truc et ça peut changer de... Non, c'est l'épaisseur du trait. En plus, pour l'instant, il n'y a que la France qui a donné le détail entre consommation et investissement. Les autres n'ont donné que le PIB, donc on ne peut pas savoir véritablement ce qu'il y a en sous-jacent. Et puis vis-à-vis de l'Allemagne, c'est bien de regarder le point d'arrivée, mais c'est bien aussi de regarder le chemin. Le plongeon initial a été d'une ampleur quand même bien plus marquée en France qu'il ne l'a été quasiment en Allemagne. Donc voilà, je ne m'attarderai pas trop sur... Comparaison et encore moins raison dans ce domaine que de façon générale. Un mot sur cette comparaison avec la raison qui expliquerait que ça va un peu moins mal. Là, pour le coup, je rejoins complètement. Et puis, les politiques en termes de confinement et de calendrier n'ont pas toujours été les mêmes. Donc effectivement, là-dessus, c'est difficile de comparer aujourd'hui dans la zone euro. Allez, on passe à notre premier gros sujet. Celui-là était déjà pas mal, cela dit. On va s'intéresser à la question de savoir s'il faut importer les idées de M. Biden chez nous.